Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de nous rejoindre sur cette nouvelle balade hebdomadaire. Elle se fera cette semaine avec Régis de Castelnau. Bonjour, maître Castelnau. Bonjour et bienvenue et Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes souvent présent, hein, je le dis pour nos amis qui sont à l'étranger, vous êtes souvent présent dans le paysage médiatique français. Vous donnez vos avis régulièrement, notamment sur les réseaux sociaux. Et pour prendre une expression classique et qui colle plutôt pas mal à votre tempérament, on va dire que vous n'envoyez pas dire vos positions, vous n'envoyez pas quelqu'un parler à votre place, vous y allez gaiement. Vous êtes connu pour ça, pour un franc-parler. Et alors justement, je voudrais commencer. Alors, on va évidemment aborder la question internationale, puisque vous êtes aussi connu pour être un observateur en géopolitique, et également donner vos analyses et vos avis sur ce qui se passe, notamment au Proche et Moyen-Orient, que vous connaissez bien, contrairement à ce que certains détracteurs peuvent dire. Je pense évidemment à André Berkoff, on en dira un mot tout à l'heure, mais j'aimerais commencer par l'actualité française. Il se trouve que l'actualité politico-médiatique est actuellement prise par l'affaire Ksenia Fedorova. Alors je précise pour nos amis que c'est une chroniqueuse d'origine russe qui est présente sur les plateaux télé, qui écrit également dans des journaux. Alors le point commun de la plupart de ces médias, voire l'intégralité de ces médias d'ailleurs, c'est qu'ils sont détenus par Bolloré, qui est classée à la droite de l'extrême droite catholique intégriste, et elle est accusée par le gouvernement d'être un agent de propagande russe, évidemment, qui viendrait donner des éléments de langage du Kremlin pendant cette période qui l'oppose à l'Ukraine. Et donc, elle a une OQTF. Et on vient d'apprendre, là, il y a quelques heures, on vient d'apprendre que l'État français avait décidé de geler ses avoirs en France, et vous avez, maître, pris position en sa faveur. Alors, je vais faire commencer par une petite rectification. Oui. Euh, Elle n'a pas été l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français, mais d'un arrêté d'expulsion. Hein, ce qui n'est Oui, pas ah, la oui, même oui, chose. ouais, C'est c'est pas vrai. le même cadre juridique. Euh, Mm, c'est une décision administrative qui a été prise par le préfet de Paris, qui est mm, un des anciens collaborateurs d'Emmanuel Macron à l'Élysée, qui était, paraît-il, spécialement chargé des affaires concernant le Brigitte Gate, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, toutes ces histoires qu'il y a eu autour de Brigitte Macron. Et donc, en remerciement de ses services, il a été nommé préfet de Paris. Et à la suite d'une campagne qui a été lancée il y a maintenant 3-4 mois quand même, hein, une campagne sur ordre de l'Élysée, relayée par le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot, et ensuite par toute la presse mainstream. C'est impressionnant. Tout le monde est monté à l'assaut, d'Edwy Plenel, l'agent de la CIA, à Jean-Michel Apathy, toute la presse, sauf, mm. sauf la presse Bolloré. On va l'appeler comme ça par commodité. Hein. Oui, La presse oui, Bolloré, parce que elle est journaliste dans les médias de ce groupe et elle est défendue par les dirigeants puisque Bolloré la défend, Lagardère la défend et donc il y a eu effectivement ce groupe n'a pas cédé à la pression parce que c'est monté. Il y a eu une espèce de lynchage général qui était caractérisé par le fait que c'était toute la presse mainstream qui montaient à l'assaut, tous les petits domestiques y ont été. Mais ça n'a absolument pas pris dans le reste de la population parce que vous pensez bien que les Français ont suffisamment de problèmes devant eux pour ne pas trop s'intéresser à une affaire qui concerne très peu de gens parce que l'audience de Madame Fedorova sur CNews, mais c'est très faible. Hein. On doit être à 400 000, 500 000 téléspectateurs, parce qu'on surestime le poids et le pouvoir de ces médias d'information. Ils sont totalement disqualifiés, CNews compris. Hein. Alors CNews a mhm. adopté un positionnement qui fait que il bénéficie d'une certaine sympathie des couches populaires qui sont favorables au RN, hein, mais c'est un faux problème. Mais pour des raisons difficilement compréhensibles et sur lesquelles je vais revenir, Emmanuel Macron en a fait une question de principe. Et depuis 3 mois, cette affaire n'avait débouché sur rien. Et un peu à la surprise générale, à la mienne par exemple, parce que
je vais déjà dire ce que j'en pense un peu. Je pensais pas qu'ils feraient cette connerie, franchement. Franchement, je pensais pas qu'ils allaient commettre cette erreur, parce que c'est une erreur. Et donc, ils ont lancé une procédure juridique d'arrêté d'expulsion, qui est, au plan juridique, complètement illégale. Elle est illégale. Je suis professionnel depuis Oui. 53 ans, hein, et donc je connais un petit peu, j'ai fait beaucoup de droit public, je connais un petit peu cette musique-là. Et donc, je constate que devant un tribunal, une juridiction administrative, euh, cette décision devrait voler en éclats. Mais le problème, c'est qu'elle a produit toute une espèce de réaction, de rage sur les réseaux. Et c'est très intéressant parce que ça montre un petit peu comment aujourd'hui l'opinion publique s'informe ou l'opinion publique s'exprime, c'est sur les réseaux qui sont devenus le principal média. Les médias mainstream sont en perdition d'une certaine façon lorsqu'on le voit d'abord leur situation économique. Hein, ce sont les danseuses des oligarques qui perdent de l'argent tous les ans, malgré le fait que l'État les rend flous, dès lors qu'ils sont favorables à Emmanuel Macron. Donc, on a eu une levée de bouclier assez impressionnante, et sur la question des libertés publiques, c'est-à-dire parce que, soyons clairs, Madame Fedorova a été la patronne de RT France, qui a été illégalement interdite. Elle a aujourd'hui un statut de résident dans notre pays parfaitement régulier. Elle a un travail, elle est journaliste, elle a une carte de presse, etc. Et elle s'exprime dans le cadre de, de la loi française, du cadre juridique français. Et je vais rappeler ce qu'il est. Hein, il est régi par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Hein, la liberté d'expression est absolue, sauf limite voulu par la loi et les abus étant contrôlés par le juge a posteriori. Il n'y a pas de contrôle a priori. Là, il n'y a aucune espèce d'infraction qui a été invoquée. Simplement, on a parlé d'intérêt de l'État, intérêt fondamental de l'État, non pas de la nation, parce que ça aurait relevé de la loi. Il y a des infractions prévues pour ça. Hein. Non, non, on a dit l'intérêt de l'État, en fait, l'intérêt d'Emmanuel Macron. Et pourquoi est-ce qu'il a quand même fini par prendre cette décision? Il a pris cette décision parce que il est dans une phase politique un peu particulière, puisqu'il n'est pas renouvelable, puisque la France est en crise et blocage institutionnel et blocage politique avec la tripartition, hein, avec d'un côté LFI et de l'autre côté Marine Le Pen, le RN, et au centre, on a un conglomérat qui aujourd'hui est en perdition. Donc, Emmanuel Macron se considère comme étant en danger. Or, lui, l'idée de passer la main, c'est-à-dire de quitter l'Élysée sans aucune perspective de revenir, parce que ça, il en rêve en 2032, après avoir mis une marionnette à l'Élysée, comme l'avait fait Vladimir Poutine avec Dimitri Medvedev en son temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein, il y avait les 2 mandats qui étaient limités aussi, et donc Poutine a fait élire son premier ministre et lui-même est devenu premier ministre jusqu'au moment où il est revenu ensuite au pouvoir, et là il a fait la réforme de la Constitution qui lui permet d'y rester. Donc le problème de Macron, il est qu'est-ce que je vais faire, parce que je vais après 10 ans quitter le pouvoir, quitter l'Élysée, quitter la protection de l'Élysée, ne plus avoir de barre sur l'État, de plus pouvoir le commander. Donc c'est quelque chose qui lui est insupportable. Donc il a 2 perspectives pour essayer d'éviter cette catastrophe. Soit il truque l'élection, comme elle l'a été en 2017, c'est-à-dire que j'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle Une justice politique, un pavé de 600 pages dans lequel j'explique comment ça a pu se produire de cette façon-là. Et donc, soit on truque l'élection par des campagnes médiatico-judiciaires, par tout un tas de manœuvres, soit carrément, on la reporte en jouant sur une guerre fantasmée avec la Russie. Bon, tout ça n'est pas envisageable. Le rapport de force en France, la situation en France, la situation en Europe ne rend pas ces hypothèses plausibles. Donc, aujourd'hui, par cette initiative, c'est-à-dire celle qui consiste à
expulsé Madame Ksenia Fedorova, voilà, Ksenia Fedorova, Macron semblait poursuivre 3 objectifs. Premièrement, une diversion sur les catastrophes des incendies qui ont fait apparaître de façon criante la catastrophe du macronisme. C'est-à-dire toutes les polémiques sur les Canadair, sur l'effondrement de la sécurité civile, les catastrophes budgétaires, les financements de l'Ukraine à milliards d'euros au détriment de l'intérêt des Français. Tout ça est apparu, donc il fallait une diversion. À mon avis, elle ne jouera pas. Elle ne jouera pas. Deuxièmement, pouvoir dire il y a une ingérence russe, regardez, on prend des mesures, hein, et au passage, on met en place des mesures de type répressif, liberticide, et je prends mes responsabilités en le disant, de type fasciste. Ce sont des mesures dont les précédents sont retrouvés dans des dictatures qu'on a connues en Europe. Donc, ça, c'était le deuxième point. Le troisième étant, au travers de la personnalité de Fedorova, c'était un nouvel acte profondément hostile vis-à-vis de la Russie, histoire d'animer le bellicisme sur lequel Emmanuel Macron s'appuie. Voilà. Donc, il y a eu cette opération qui, à mon avis, alors personnellement, moi, je suis de ceux qui disent que c'est une preuve de faiblesse. C'est une preuve de faiblesse parce que aujourd'hui, l'extrême centre, c'est-à-dire le noyau macroniste du pouvoir et qui rassemble les socialistes, pas oublier quand même qu'en 2017, Macron est installé par le PS au pouvoir. Tous les cadres, les ministres, etc., à part quelques-uns qui sont venus de la droite, étaient du PS. Après, la droite va revenir, mais par exemple, le gouvernement minoritaire qui n'a aucun pouvoir aujourd'hui, celui de Sébastien Lecornu, il a été mis en place grâce au PS, qui a négocié avec lui, des contreparties, aucune n'a été tenue. C'est un gouvernement socialiste sans participation. Donc voilà la réalité de ce pays. Donc ce noyau dur de l'extrême centre est en complet désarroi parce que l'État commence à ne plus répondre. Les grands secteurs de l'État commencent à prendre une certaine autonomie. Je prends juste un exemple. Au mois de septembre, on a actuellement une campagne présidentielle qui est lancée. On a Jean-Luc Mélenchon, qui a rompu à ce genre d'exercice, qui mène son combat, qui a gagné la bataille de la primaire à gauche, si tant est qu'il y en ait. Il y a une primaire de fait. Donc, il est actuellement, et il conduit avec toutes les chances, il conduit sa campagne avec toutes les chances d'arriver au second tour. Et on a Marine Le Pen, qui est quand même un événement extraordinaire. Moi, c'est 10 ans de ma vie. Vous savez, la justice politique, la façon dont Macron a été mis en place, dont il a été par la suite protégé, la façon dont les oppositions ont été réprimées, je pense en particulier aux Gilets jaunes, mais pas seulement, toutes les manipulations qu'on a connues de cet appareil judiciaire, qui avait débouché sur la décision intervenue le 31 mars 2025 au tribunal de Paris, de disqualification de Marine Le Pen, condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est-à-dire que la patronne du premier parti de France, annonçait entre 35 et 40% au premier tour, et gagnante dès cette époque, et gagnante du deuxième tour, était expulsée avec ses 13 millions d'électeurs du processus démocratique. Ça a fait beaucoup de bruit, y compris au plan international. Le 7 juillet dernier, il y a un arrêt de la Cour d'appel dans la même affaire, puisqu'il y avait eu un appel, la Cour d'appel a pris sa décision, elle est incroyable. Si vous lisez le jugement du 31 mars 2025, qui a été acclamé, y compris par les magistrats à ce moment-là, qui était un jugement directement politique, qui était un tract, c'était pas un jugement. Moi, je l'avais lu, les choses dressées sur la tête. C'est pas pour une question de sympathie particulière pour Marine Le Pen, mais parce que c'était une décision parfaitement arbitraire, où on disait, on la condamne à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, parce que il ne faut pas qu'elle c'était les mots utilisés, il ne faut pas qu'elle puisse se présenter
à l'élection présidentielle parce qu'elle est eurosceptique. Pardon? C'est quand même la moindre des choses dans un débat démocratique d'avoir des positions. Bon. Donc, si vous lisez l'arrêt du 7 juillet 2026, c'est dit le contraire. Ça dit le contraire. Donc, on l'a condamné à une peine d'inéligibilité déjà effectuée. Il y a la question du bracelet électronique. Après, il y a eu des petites comme, opérations de procédure un peu biscornues. Et on a eu un communiqué de la Cour de cassation qui a dit, en substance, Marine Le Pen est éligible. Et si jamais il y a un problème au moment où le Conseil constitutionnel va produire la liste des candidats admis à participer, puisqu'on dépose sa candidature au Conseil constitutionnel avec un dossier complet, c'est le Conseil constitutionnel qui ensuite publie cette liste en disant un tel, un tel, un tel sont recevables, donc ils peuvent concourir. Bien. Donc, la Cour de cassation a dit, si jamais il y a un problème à ce moment-là, elle n'a pas dit si jamais le Conseil constitutionnel prenait une décision qu'on considère défavorable, hein, mais si jamais il y a un problème à ce moment-là, on se réunira en urgence le lendemain pour redonner son éligibilité à Marine Le Pen. C'est-à-dire que les magistrats, l'appareil judiciaire qui l'avait disqualifié en mars 2025, l'a totalement, j'utilise un mot fort, requalifié, je vais dire même investi. Bon. Donc aujourd'hui, on a une campagne électorale qui a démarré avec cette particularité incroyable pour moi. C'est 10 ans de ma vie, 10 ans de boulot, hein, des dizaines d'articles, etc., où j'expliquais cette dérive judiciaire. Et là, virage à 180 degrés. Bon, on verra, hein, on verra. Rien n'est définitivement écrit. Alors, le problème, c'est qu'au mois de septembre, il va bien falloir que dans le cadre de cette tripartition, Mélenchon, Marine Le Pen et au milieu l'extrême centre, il va bien falloir trouver une solution. Qui est-ce qui va être candidat, hein? Ruffin, Clémentine Autain, Olivier Faure, Cazeneuve, Hollande, Ségolène Royal, Attal, Lisnard, Wauquiez, Philippe. Bon, c'est le bazar total. Il faudrait qu'il y ait une autorité qui incarne cette extrême centre qui puisse dire, bah, écoutez, rassemblez-vous. Parce que rassembler le socle Macron, c'est à peu près 15%. Hein, c'est pas beaucoup, mais quand même, 15%, ça peut vous emmener au deuxième tour, s'il y a un éparpillement. Mais qui va avoir l'autorité pour dire à tous ces gens-là, pour dire à Retailleau, pour dire à Philippe de Villiers, pour dire à Dominique de Villepin, faites pas ça, hein, tout le monde doit s'aligner derrière, par exemple, Édouard Philippe, mais non, personne n'a cette autorité. Et sûrement pas Emmanuel Macron. Alors, là, je fais un panorama qui est le mien, hein, de la situation en France. Je pense que la France est actuellement le Titanic. Petit symptôme assez amusant. Il y a 3 jours, vidéo de Monsieur Jacques Attali. Monsieur Jacques Attali a été de toutes les combines depuis 40 ans. Il a organisé absolument tout. L'arrivée de Macron au pouvoir, c'est lui. C'est lui qui a été dire avec son frère à Hollande, on vous soutient pour 2012, pour que vous soyez président, pour qu'il soit président, parce qu'ils se connaissent bien, hein, mais il faut prendre Macron comme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Hein. Donc ensuite, c'est Attali qui a obtenu de Jean-Pierre Jouyet, qui était secrétaire général de l'Élysée, qu'il soit nommé ministre de l'économie, et c'est Jacques Attali qui, en 2016, est allé dire à Hollande, tu ne te représentes pas, hein, et tu laisses Macron aller à l'Élysée. C'est lui qui l'a fait. Et là, qu'est-ce qu'il fait il y a 3 jours? Une vidéo extraordinaire. J'invite à aller sur mon compte Twitter, parce que je l'ai publié. Il dit, la France va très mal, c'est catastrophique. Mais c'est pas de ma faute. Moi, j'ai conseillé les présidents, mais ils m'ont pas écouté. Ils n'ont pas suivi, oui. On ne peut pas reprocher aux conseillers de ne pas être suivis par les personnes qui conseillent. Ouais. Mais ça dit 2 choses. D'abord, le culot du gars. Si vous voulez, à l'âge que j'ai, moi, j'ai tout connu. J'ai suivi tout ça. Hein, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81, le virage de 83, j'ai connu absolument tout ça. Je sais très bien, j'ai eu l'occasion de le croiser, qui est Jacques Attali. C'est une des pierres angulaires de tout ça. Bon, donc, et là, il a peur. Là, il a peur. Il se dit, oulala, ça va s'effondrer, il va y avoir une rupture et il va y avoir une réduction des comptes.
Et il commence à poser des jalons parce que, comme beaucoup d'autres, hein, quand on voit le Titanic qui, qui coule, hein, il y a du désarroi, il y a de la panique et il y a du sauve qui peut. Donc il y a ceux qui, alors lui il le fait à sa façon, ça n'ira nulle part, hein, mais au sein de l'appareil d'État, au sein de l'armée, au sein de la police, au sein des grandes administrations, plutôt dans les couches intermédiaires des fonctionnaires, aussi question de génération. Parce que tous les gens qui ont mis en place Emmanuel Macron, qui l'ont élu, tous les boomers, comme on les appelle, c'est ma génération, c'est quelque chose, hein, il y en a 5 millions qui sont morts. Il y a 7 millions de nouveaux électeurs qui, dans ces 10 ans, sont arrivés. Vous leur parlez de Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur de Hollande, ils ne savent pas qui c'est. Borne, ils ne savent plus qui c'est. Aujourd'hui, le Cornu, ils ne connaissent pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement un ectoplasme. Donc, il y a au sein de cet État une véritable, alors, désarroi, je prends le critique, désarroi, panique, sauf qui peut. Donc, il y a déjà des contradictions fortes, c'est-à-dire qu'il y en a une partie qui dit non, non, attendez, nous, c'est fini. L'appareil judiciaire, par exemple. Le message envoyé avec la décision du 7 juillet et le communiqué de la Cour de cassation, c'est un message envoyé à Emmanuel Macron. Là, c'est fini, hein. C'est terminé. Vous ne devez plus compter sur nous, alors qu'ils ont été un des piliers du système. 3 semaines avant, il y a eu la fameuse affaire Liana, dont vous vous rappelez peut-être, hein, ce problème de pédocriminalité, avec la catastrophe de la protection de l'enfance et la catastrophe de la judiciaire. Et donc, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général de cette même Cour ont fait un communiqué commun en disant non, ça n'est pas un problème de judiciaire, de façon corporatiste, ils se sont dédouanés, c'est un problème de moyens et c'est la catastrophe de l'État. Enfin, avec leurs mots, ils ont dit à Macron, qui avait dit non, non, c'est pas un problème de moyens ou je ne sais quoi, hein, ils lui ont répondu si, si, c'est vous, c'est votre problème, c'est de votre faute, c'est pas de la nôtre. Donc, il y a actuellement une situation, et je dirais qui est une situation de crise, des perspectives, parce que je pense que beaucoup des grands intérêts, peut-être même dans l'oligarchie, je crois que c'est le cas de Bolloré, hein, par exemple, voient que on va vers un changement avec effet de rupture. Alors, je prends pas de paris, hein. Je fais part d'analyses que j'espère rationnelles. Je vois mal comment Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen pourraient ne pas se retrouver au deuxième tour de la présidentielle. Avant d'avancer, parce que là, on allait très loin dans l'analyse voilà. de la... Mais j'ai terminé. Hein. Non, c'est pas la question. On est parti de Fedorova. Alors, je précise que Fedorova, je l'avais qualifiée de chroniqueuse parce qu'elle n'a pas de carte de presse. Donc, ah bon, pardon. Oui, c'est pas grave, mais c'est pour ça que je l'ai qualifiée de chroniqueuse. Sachant qu'on peut être journaliste en France sans posséder de carte de presse remise par la commission de la carte. Je le précise. L'autre chose concernant, et pour finir hein, sur Fedorova, et puis après on va embrayer sur ce que vous disiez, bien évidemment, puisque vous êtes notre invité. C'est la question que moi je me suis posée en tant que journaliste très, très simplement sur l'affaire Fedorova, sans émettre d'avis particulier, c'était de savoir est-ce que le sort qui lui est réservé est-ce qu'il ne doit pas être réservé également à d'autres personnes, d'autres chroniqueurs, d'autres chroniqueuses, d'autres médias, y compris, ou de journalistes qui font la propagande ou qui invitent de manière récurrente, notamment, je pense à l'ambassadeur d'Israël en France, je pense au porte-parole de l'armée israélienne, dont moi, je suis incapable. Alors, je crois qu'on parlait de ça avec Kevin Razi au cours d'une interview. Kevin Razi disait, et je confirmais, moi, je suis incapable de donner le nom d'un porte-parole militaire autre que Rafovitch, tellement on le voit sur les médias, et le nombre de relais de la propagande Netanyahou, notamment sur LCI, est absolument incroyable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Alors, on ne va pas les renvoyer quelque part, puisqu'ils sont français. Enfin, qu'est-ce qu'on fait en termes de sanctions? Oui, alors mon cher, oui. Là, j'interviens à mon tour. On ne peut pas les renvoyer. Article 23-7 du Code civil, quiconque se comporte, ayant la double nationalité, ça c'est moi qui le rajoute, se comporte comme au service d'un pays étranger, perd sa nationalité française. Monsieur Rafovitch, il est double nationalité, hop,
à expulsion. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà quelqu'un qui est en uniforme en permanence, dont la moitié de la famille est enquistée dans les systèmes médiatiques. Non, mais attendez, c'est incroyable. Sur l'Ukraine, c'est pareil. Hein, toutes ces blondes d'astreinte qu'on voyait arriver, hein, les Ala Poedi et autres, etc. Tous les agents américains, je pense à Bruno Tertrais, je pense à Nicolas Tenzer, qui sont des gens payés par les États-Unis, hein, qui étaient du Atlantic Council, hein, ou bien Benjamin Haddad, qui a été payé par les Américains pendant je ne sais combien de temps et qui est maintenant ministre secrétaire d'État aux Affaires étrangères français. Enfin, c'est incroyable. Donc, on a ce prétexte est ridicule. Il est ridicule. Il est illégal. La liberté d'expression dans ce pays, elle est organisée juridiquement, constitutionnellement, conventionnellement. Donc, ça suffit. Et il y a eu cette nuit, la nuit dernière, il y a eu tout aussi illégalement euh, le gel de ses avoirs. Oui, le gel des avoirs, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire que gênés par le fait que leur situation, mais en même temps, je me demande comment n'ont-ils pas pu le voir, gênés par leur situation juridique, hein, ils se sont dit on va lui couper les vivres, comme ça elle va être obligée de partir. Bon, comme ça s'est passé avec Xavier Moreau, par exemple, alors que le malheureux Jacques Beau, lui, il est coincé. Bon, donc il a bénéficié de solidarité et heureusement. Donc le problème de ces mesures, du fait qu'elles soient à ce point contre-productives politiquement. Politiquement, parce qu'il suffit de voir sur les réseaux, c'est une levée de bouclier vraiment. Alors, c'est eux qui ont le pouvoir, mais ils ont pris un risque considérable. Hein. Et c'est-à-dire que si Madame Fedorova, qui a dit qu'elle allait faire un recours, elle va faire une procédure, ou des procédures d'ailleurs, alors un arrêté d'expulsion, qui est une décision administrative, bénéficie de ce qu'on appelle le privilège d'exécution d'office. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une décision administrative est immédiatement exécutoire même si on forme un recours. Même si on forme un recours, la décision s'applique. Sauf que, pour contrebalancer cette puissance, on a créé, toujours sous la responsabilité du juge, le référé. Référé suspension, il y en a deux. Il y a le référé liberté, qui est un peu la grosse artillerie, qui doit être tranché sous 48 heures, etc. Et par conséquent, le juge là dit violation d'une liberté fondamentale, donc suspension, puis on jugera plus tard, mais en attendant, il ne s'applique pas. Bon. Soit un référé classique, là, on doit établir l'illégalité, ce qu'on appelle le moyen sérieux au fond. Le juge des référés, c'est le juge de l'évidence, vous voyez. Donc, il va constater une illégalité incontestable, et dans le cas de l'arrêté, je peux vous dire, c'est pas ce qui manque, et l'urgence. Et en matière d'arrêté d'expulsion, l'urgence, elle est acquise. C'est comme pour le permis de se construire. C'est l'urgence. On peut pas commencer à construire parce qu'après, il faut démolir. Donc là, ça crée des dommages irréversibles parce que la personne est exécutée expulsée. Expulsée, pardon. Exécutée, non, pas encore. Donc, je me dis, mais comment ont-ils pu prendre ce risque-là? Parce que aujourd'hui, si l'affaire vient devant le tribunal administratif, oui, elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle faisait appel. Oui, elle fait, c'est pas appel, elle fait un recours. Elle fait un recours, un recours et ce recours, un recours en annulation de la mesure, mais elle peut la sortir de cette fameuse procédure de référé. Si cette affaire vient devant le tribunal administratif de Paris, s'agissant d'une décision d'un préfet, c'est d'abord le TA, et ensuite, en appel, ce serait le Conseil d'État. Bien. Donc, dans ce cas-là, je vois mal comment le tribunal administratif pourrait faire autrement que de suspendre. On a vu beaucoup de choses. Et je vais revenir sur la fameuse affaire du QR code nominatif pour avoir le droit d'aller applaudir M. Macron sur les Champs-Élysées le 14 juillet et faire passer la Marseillaise au second rang au profit de l'hymne européen. Bon, eh bien, le tribunal administratif a dit annulation. C'est gravement illégal. Emmanuel Macron a trouvé un magistrat socialiste, militant LGBT, franc-maçon,
en fin de carrière, puisqu'il a quitté depuis, c'était il y a quand même 3 semaines, il a été remplacé, Monsieur Christophe Chantepie, pour rendre une décision le 14 juillet dans la nuit à 2 heures du matin. Bon, là, cette fois-ci, ça marcherait pas. Alors, je prends mes responsabilités en disant que Macron, puisque c'est lui qui a pris la décision, lui et Madame, parce que c'est l'espèce de couple Thénardier de l'Élysée là, c'est obsessionnel concernant Fedorova, et donc ils prennent le risque d'une défaite judiciaire, mais considérable. Imaginez-vous. Alors, je ne jure pas qu'il la subirait, mais il y a toutes les chances pour qu'il la subisse. Et donc prendre ce risque, le bilan coût-avantage quand on lance une opération, on l'examine, une opération comme celle-ci, on l'examine, mais tout le monde s'en fout de cette affaire. Tout le monde est intéressé par les incendies, tout le monde est intéressé par ce qui se passe, par la crise de l'État, par la dette, etc. Et vous venez nous embêter avec une obscure chroniqueuse russe parce qu'elle dit des choses qui vous conviennent pas, que personne n'écoute, parce que soyons clairs. Enfin, personnellement, Alors, oui, allez-y. merci. Je voudrais préciser deux choses. Vous avez dit que vous assumiez vos propos, et je précise que oui, vous assumez vos propos. Alors, je précise qu'on est sur une chaîne suisse. Alors, la Suisse en général sur les médias, et en particulier sur Observactu, il y a cette règle. D'ailleurs, il y a un bandeau qui apparaît régulièrement sur le fait que vous assumez évidemment vos propos. Et c'est un espace où on peut exprimer son point de vue, et c'est pour ça qu'on vous a invité en connaissance de cause, puisque je sais, je le rappelle, que vous avez un franc-parler et des positions que vous assumez totalement, qui sont évidemment les vôtres. Sur cette histoire de Fedorova, je veux quand même rappeler qu'il y a un effet, ce qu'on appelle un effet loupe vis-à-vis des réseaux sociaux, notamment sur Twitter, puisque c'est là que nous nous sommes croisés et que j'ai le plaisir de vous lire, ainsi que Didier Maisto et d'autres personnalités que nous connaissons en commun. Il y a un effet loupe quand même. C'est-à-dire que ce qui se passe sur Twitter, on a l'impression qu'effectivement toute la France en parle, alors qu'en fait c'est souvent réservé à un petit cercle de journalistes, de magistrats, de politiques, et que ça tourne un peu parfois en rond en pensant que c'est l'actualité principale. Et donc, je vous rejoins sur le fait que tout le monde s'en fout à peu près, j'imagine, par rapport au regard ne serait-ce que des incendies. Alors, j'avais une question dans la continuité de celle-ci, enfin de votre propos. Du coup, alors, une question double. Où est-ce que vous vous situez politiquement, de façon à ce qu'on soit clair et transparent vis-à-vis de nos amis? Et est-ce que vous estimez que ce qui s'est passé du coup avec Fedorova, c'est pas une perche tendue, puisque vous estimez en tant que professionnel avec beaucoup d'expérience que ça va aller dans le mur? Est-ce que c'est pas une perche tendue finalement à l'extrême droite qui va pouvoir, notamment je pense à Bolloré et tous ces cercles, qui va pouvoir parader en disant liberté d'expression, grâce à nous, elle va finalement être respectée si Fedorova obtient gain de cause? Alors, première question, d'abord, d'où je parle, d'où je Oui, parle. s'il vous Bon, plaît. moi, je suis un vieux militant bolchevique qui, alors, ça peut paraître curieux compte tenu de mes origines familiales, etc., mais j'ai été l'avocat du Parti communiste, j'ai travaillé beaucoup avec la CGT, j'ai eu des responsabilités internationales dans la mesure où j'ai été membre à l'époque où le Parti communiste français était une grande organisation qui représentait qui était l'expression politique de la classe ouvrière française, quand cette classe ouvrière n'avait pas été brutalisée comme elle l'a été depuis. Donc, et j'étais membre du bureau de politique extérieure, d'où mon expérience internationale. J'étais président de l'association France-Amérique latine, qui était une grosse ONG. J'ai travaillé, puisqu'elle avait son siège à mon cabinet, beaucoup avec l'association France-Palestine Solidarité, qui s'appelait à l'époque seulement France-Palestine. J'ai été l'avocat de l'OLP qui m'a confié, alors je n'étais pas avocat de l'organisation, mais on m'a confié des missions particulières. Par exemple, j'ai été l'avocat de la famille de Mahmoud Amchari, vous savez, qui était le représentant officiel de l'OLP en France et qui a été assassiné par le Mossad, au Oui. point que Steven Spielberg a parfaitement raconté la dite opération dans son film Munich. C'est assumé, c'est-à-dire qu'on a enfermé Georges Ibrahim Abdallah pendant 40 ans, mais on n'a jamais cherché à savoir qui avait tué Mahmoud Amchari. Bon, ben voilà, je ferme la parenthèse. Et donc aujourd'hui, le PCF est devenu un groupuscule qui ne m'intéresse pas, mais j'ai gardé
mes convictions de jeunesse, tout en m'adaptant au monde tel qu'il est aujourd'hui, et surtout à la crise que traverse l'Occident. Parce que je pense que l'Occident, sa phase de domination séculaire, qui commence avec bon les grandes découvertes, mais surtout avec la première et après la deuxième révolution industrielle, la création des empires coloniaux, etc., et les deux guerres mondiales, est arrivé au bout j'allais dire un peu comme Marx dans euh, le manifeste du Parti communiste, où il dit que la bourgeoisie est une classe révolutionnaire, ce qui est vrai. Hein, elle a une mission historique qui a été une mission de développement pas morale spécialement, hein, de développement des forces productives. Hein, et je pense que aujourd'hui, c'est l'Occident qui l'a incarné. Aujourd'hui, c'est terminé. J'ai pas dit que la page était déjà tournée et que ça allait être simple. Hein, j'ai même signé un article hier en disant dire qu'on craint la guerre mondiale, elle est présente, la guerre mondiale. Hein. Les différents théâtres s'articulent entre eux, les grands opérateurs, enfin, les grands pays concernés, les États-civilisations, que sont la Russie, que sont la Chine, que sont aujourd'hui l'Iran qui vient de gagner cette place de façon assez extraordinaire, sont, sont, sont là pour le démontrer. Donc voilà, ça c'est d'où je parle. Oui, alors comme je suis toujours très long, la deuxième question c'était. Est-ce que c'est pas une perche tendue à l'extrême droite, oui. Alors la connivence. polarisée? Oui. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour plusieurs raisons. Ils sont, vous savez, c'est un bocal, Paris. Ce cercle de pouvoir, c'est un bocal. Quand je vois les ministres ne jamais sous-estimer la bêtise, hein, ça c'était le fameux rasoir d'Annelone, hein, le nombre de nullités qu'on a vu dans tout cet environnement, on a... Ah non, alors pardon, Régis, excusez-moi, je me suis mal fait comprendre. Quand je parle de perche tendue, c'est une perche tendue involontaire par bêtise. C'est-à-dire qu'en faisant ça, en s'en prenant à Fedorova, qu'il tende une perche, mais involontaire, sans mesurer la conséquence à l'extrême droite qui va, si ce que vous dites se produit, à savoir qu'elle gagne son recours, que bah, du coup, l'extrême droite sera bolorisée, sera heureuse sur les plateaux H24 de dire qu'on a gagné, la liberté d'expression, c'est nous qui l'avons sauvée face au pouvoir en place. Oui, alors dans ce cas-là, bon, effectivement, elle aurait beau jeu, parce que je constate quand même que la fausse gauche, c'est-à-dire les socialistes, applaudissent, acclament hein, la mesure qui frappe Fedorova. Hein. Bien sûr qu'à ce moment-là, cette partie particulière pourrait tirer la couverture à elle, mais je ne sais pas si c'est très important et très intéressant. Bon, CNews, c'est quoi? C'est 500 000, 600 000 personnes par jour qui la regardent, c'est pas grand-chose. C'est toujours la même chose. Enfin, Oui. c'est ensuite la promotion de cette vieille carne de Philippe de Villiers. Enfin, je veux dire qui est complet. Alors, je crois savoir. Attention, hein. Comment dire, je n'ai aucune possibilité d'être très affirmatif, mais je crois savoir qu'il souhaitait la candidature de Philippe de Villiers à la présidentielle, en faisant rallier Éric Zemmour et tout ça. Et tout ça n'ira nulle part. Je pense que oui, il y a peut-être des proximités, une connivence, mais la réalité politique à laquelle sont confrontés ces gens du pouvoir qui les font commettre, et là nous sommes entièrement d'accord, c'est bêtise. C'est une bêtise ce qu'ils ont fait là, prise de risque d'une défaite judiciaire qui serait spectaculaire. Déjà qu'ils n'ont plus beaucoup de pouvoir parce qu'il n'y a plus grand-chose qui embraye dans cet État. Alors là, ils perdraient encore un peu plus de prérogatives. Je crois que leur problème, c'est que ils savent, ou en tout cas, alors ils ont pris totalement congé du réel, ils savent qu'il y a toutes les chances que dans 8 mois, il y ait Marine Le Pen à l'Élysée. Ça veut dire quoi? Plein de choses. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai pas peur qu'il y ait un parti fasciste et nazi qui arrive au pouvoir. Ça, c'est des âneries de Castor. Hein. C'est une organisation populiste de droite avec des caractéristiques particulières, mais une en particulier, c'est que elle a la confiance a priori, pas sur la base de son programme,
pas là sur la base de qui sont ces, parce que c'est très divisé en plus, hein, quand vous voyez que Oui. Mariani vient condamner Mariani, qui est un type, bon, au moins un peu de stature, qui vient condamner la mesure qui frappe Fedorova, et vous avez l'espèce de pitre là qui s'exhibe tout nu sur les magazines homosexuels. Odoul, c'est ça. Oui, enfin, je Julien sais plus. Audoul. Julien Julien Audoul. Odoul, voilà. Hein. Donc, bon, la caractéristique qui est importante, c'est la suivante. C'est que l'électorat qui fait confiance au RN, pourquoi, c'est son problème, hein, mais qui, en 2024, a montré, parce qu'il est resté fidèle entre le premier et le deuxième tour, et il a été écarté par l'opération du nouveau Front populaire, dont on voit ce qu'elle a donné. En dehors du cadeau de 3 ans supplémentaires tranquilles à Macron, je ne vois pas très bien où serait l'aspect positif. Moi, je ne crois absolument pas à l'union de la gauche. Moi, depuis 40 ans, j'ai constaté que le néolibéralisme a tendance autoritaire et même avec des pulsions fascistes, ce sont les socialistes qui l'ont mis en place. Toujours est-il que je reviens sur le RN. Le RN, c'est le prolétariat qui vote le RN. Pourquoi j'utilise ce terme prolétariat? C'est très à la mode. Hein, parce que je suis un vieux marxiste moral. Hein, c'est-à-dire que je considère que c'est la lutte qui constitue la classe. Hein, c'est le primat de la lutte sur la classe. C'est pas la classe alors après qui mènera la lutte, sûrement la lutte des classes. Hein. Je pense Mhm. que c'est ce prolétariat, il s'est forgé comme ça, avec ce qui ne m'enchante pas, vous l'imaginez, hein, la confiance électorale qu'il fait au Rassemblement national, hein, ouvrier, il en reste, salariés d'exécution des services et France périphérique. France périphérique, hein, celle qui n'est pas dans les grandes métropoles, où la petite bourgeoisie urbaine je veux dire, a mis en place une forme de dictature au profit de la grande bourgeoisie. Alors vous allez trouver des catégories marxistes, vous allez me dire que je suis un biodogmatique, probablement, hein, mais je constate quand même qu'on a affaire à euh, une équation politique un peu particulière. Bien. Donc Marine Le Pen arrive, non, pardon, oui, arrive au pouvoir. Marine Le Pen ne prend pas le pouvoir. Hein. C'est-à-dire que c'est toute cette dialectique, aller au pouvoir, prendre le pouvoir, qui a opposé les communistes et les socialistes dans le mouvement ouvrier pendant si longtemps. Bon. Donc, elle va arriver au pouvoir, et là, elle va être confrontée, après le cauchemar perçu par ces couches populaires du macronisme, elle va être confrontée à des nécessités. Il va falloir qu'elle donne des réponses, il va falloir qu'elle donne satisfaction à son électorat. Alors peut-être qu'il y aura la facilité concernant l'immigration, peut-être qu'il y aura des choses comme ça, mais ça suffira pas. Ça suffira pas. Et c'est là où je dis, moi, que là, ça va ouvrir les possibles. On le voit bien avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, je ne compare pas ce qui n'est pas comparable, hein, mais je constate quand même que Donald Trump a remporté une victoire politique incontestable. Politique. Moi, j'ai regardé un petit peu en détail les comtés, les régions, qu'est-ce que ça voulait dire, les couches qui l'ont soutenu, etc. C'est la catastrophe aujourd'hui. C'est la catastrophe. Il a trahi ses engagements, il a navigue à vue, il a piqué de l'argent à tout. Enfin, c'est un foutoir abominable. Ils viennent de relancer, histoire de se refaire pour les midterms, parce qu'il y a l'histoire du Covid hein, qui pèse lourdement sur les années qui se sont écoulées, hein, pour essayer d'éviter la catastrophe qui les attend pour les midterms et qui vont mettre en danger Donald Trump lui-même, hein, dont on n'est pas sûr qu'il va pouvoir poursuivre et terminer son mandat. Donc, euh, l'arrivée au pouvoir, et c'est pas performatif ce que je dis là. Moi, je constate cette donnée. Parce que si on a une autre hypothèse, qu'on me l'avance. Ah ben, ça peut être Édouard Philippe. Ah bon, Édouard Philippe qui a trois affaires judiciaires qui pèsent sur lui, des rumeurs insistantes sur sa responsabilité dans le fait que Le Havre soit devenu le premier narcoport de France, etc. Et surtout le fait que c'est le dernier candidat que Macron pourrait accepter parce qu'il sera en danger, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, maintenant, a une très belle tête de bouc émissaire. Hein. Les magistrats, hein, qui auront besoin de redorer leur blason, vont probablement se passer les nerfs sur lui. Il y a tout ce qu'il faut. Hein.
McKinsey, Alstom, la disparition de Marlex, bizarre, la disparition très très bizarre de Nestlé, etc., etc. Grands spécialistes, les deux dont je parle, qui ont été suicidés. J'ai pas dit qu'ils se sont suicidés, j'ai dit qu'ils ont été suicidés. Je vais pas plus loin que cette affirmation-là. Eh bien, c'était deux spécialistes de l'affaire Alstom, donc je pense qu'on va, Emmanuel Macron ira au devant de soucis importants. Je pense pas que Édouard Philippe soit de nature à le préserver de ça. Quant à Édouard Philippe, qui va voter pour lui en dehors du socle? Qui va voter pour la grande quinzaine antifasciste ne marchera pas cette fois-ci. Elle ne marchera pas, la situation étant ce qu'elle est devenue. Donc moi, ce que je pense, alors là vous pouvez me dire ce que j'espère peut-être, ce que je souhaiterais, c'est que ça ouvre les possibles. Et qu'à ce moment-là, l'histoire s'accélère, hein, et que on ait je veux dire, des événements, des combats politiques, des crises qui permettraient un petit peu dans un contexte mondial de profonde transformation, qui permettent d'aller de l'avant et d'aller plus loin. Parce que si vous regardez, si jamais l'hypothèse dont je parle se produit, hein, c'est-à-dire qu'on a Marine Le Pen au pouvoir, la première force d'opposition, Jean-Luc Mélenchon, imaginez-vous ce qui va se passer dans le reste de l'Europe, qui est déjà au bord de la dislocation. Hein. Plus personne n'est d'accord. Le 21e train de sanctions sur contre la Russie, ça a été la foire d'empoigne. La situation économique est catastrophique. Vous avez vu ce qui arrive à l'Espagne, c'est extraordinaire. Ce qui arrive à l'Espagne, Marco Rubio l'a quasiment avoué, de même que Trump. Hein, le royaume chérifien, c'est ce qu'on me raconte. Personnellement, j'en suis sûr, hein, je vous le dis. Je pense que vous me voyez venir. Hein, c'est une opération israélienne pour punir l'Espagne. C'est extraordinaire. Je parle de Ceuta, hein, l'espèce d'opération de migrants, etc., qui vient d'être organisée. Bon, l'Italie essaie de s'en tirer, de prendre des pincettes. Les rapports avec la France sont exécrables. La Pologne et même l'Europe, c'est surtout sur la question ukrainienne, il y a de grosses divergences. La crise, alors ils sont pas dans l'UE, la crise en Grande-Bretagne, eux, ils ont une crise politique, mais ils n'ont pas de crise institutionnelle. Cela étant, leur nouveau Premier ministre, qu'est-ce qu'il va faire? Si il veut mettre autre chose en œuvre que la feuille de route sur la base de laquelle Starmer avait été élu, il faut qu'il dissolve. C'est la règle là-bas. Et s'il y a des élections, il les perd. Donc, il est coincé là aussi. Mais c'est une impasse politique. Bon, alors, pardon. Allez-y. Pardon. Oui, juste pour élargir, parce que je voudrais pas on a fait un long moment sur la politique française. Et puis vous êtes parti sur la question européenne, et c'est très bien. Vous avez évoqué tout à l'heure, ça ne m'aura pas échappé, vous avez évoqué la Chine et la Russie. Dans votre texte que j'ai lu avec attention, vous expliquez, vous allez beaucoup plus loin que ça, puisque vous expliquez que, en gros, vous me corrigez, l'Occident face à la Russie et la Chine, à propos de cette fameuse guerre mondiale, l'Occident a perdu, mais elle ne le sait pas encore. Et que c'est une question de temps. Est-ce que c'est bien ce que vous avez voulu dire? Oui, alors, c'est-à-dire que l'Occident ne sait plus grand-chose. L'Occident est armé de façon verrouillée à son suprémacisme, à son sentiment de supériorité. Sophie Bessis, qui est une personne que j'aime beaucoup, hein, plus toute jeune, hein, avait écrit un livre formidable il y a 20 ans, oui, qui s'appelait L'Occident et les autres. Hein, et donc, où elle montrait que la globalisation était la forme moderne de la domination de l'Occident et qu'il y avait consubstantiellement ce sentiment de supériorité. Hein, et qui débouche sur une prise de congé du réel et sur l'incapacité à comprendre les autres. Ça, c'est assez impressionnant. Moi, il se trouve que j'ai été en Chine en ayant bien préparé mon voyage. Hein, j'ai été estomaqué par la découverte d'une grande civilisation qui nous est étrangère. Moi, je suis
si vous voulez, j'ai fait mes humanités, latin, grec, etc. Je suis bien issu de la matrice occidentale, hein, et je le regrette pas parce que bon, c'est ma matrice d'origine, mais la Chine, c'est extraordinaire. Et ce que je vois aujourd'hui, donc, puisque depuis que j'y étais, ça a encore beaucoup changé. J'étais au Vietnam l'hiver dernier, et quand je vois ce qui se passe en Asie, quand je vois comment la Russie, que je connais bien, j'ai bien connu l'Union soviétique, je continue à travailler sur ce qui s'est passé pendant toutes ces années, etc. Hein, et comment Vladimir Poutine a redressé, a reconstruit un État. La Russie est quand même une nation qui a perdu 3 fois complètement son État. Hein, c'est-à-dire qu'il on a eu une destruction au XVIIIe siècle, après on a eu 1917, et puis là, en 1990, 91, faut le faire. Hein. Bon. Et comment il l'a reconstruit, sur quelle base, et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui vient de se produire en Iran, c'est-à-dire la Perse millénaire qui, sous des formes différentes, se poursuit. Vous savez, c'est Fillon qui racontait une anecdote que j'aime beaucoup parce que il avait été en Iran et il était reçu par des dignitaires religieux puis des politiques aussi. Et alors, on parlait d'Israël. Il disait, ben oui, mais vous comprenez, il y a 2000 ans, ils étaient là-bas, une espèce de prétexte bidon, hein, totalement bidon. Et son interlocuteur avait dit, bah écoutez, nous, il y a 3000 ans, on était en Inde, mais on n'a pas l'intention d'y retourner. Hein. Donc, je trouvais que c'était assez joli comme expression. Donc, oui, je pense que l'Occident est encore dans son hubris, dans le sentiment que ça va continuer, qui va pouvoir continuer. Alors, il y a de grosses contradictions. Regardez le discours des Européens sur la guerre à faire contre la Russie. Il est totalement absurde. Aucun des pays européens de la coalition des volontaires des trois là n'est qu'un pays qui a un avenir à plus ou moins long terme militaire. Il n'y a pas un peuple qui a envie d'aller se battre. Il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas de culture. C'est terminé, ça. Je veux dire, c'est ridicule. La défaite américaine en Iran, elle est celle de l'incapacité intellectuelle stratégique, elle est celle comment dire, de la défaite américaine dans la course à l'armement. Il y a un spécialiste d'origine russe, Martianov, qui a expliqué ça en 3-4 bouquins. Comment est-ce qu'ils ont perdu la supériorité militaire, les Américains? Et c'est partout pareil. Regardez ce qui est arrivé à la Finlande. La Finlande, c'était un pays qui a été un peu sauvé par l'Union soviétique, enfin bon, alors qu'ils étaient du mauvais côté, mais surtout qui vivait de nouveau dans une certaine prospérité grâce au tourisme et à la proximité avec les Russes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont adhérés à l'OTAN, ils sont 5 millions. Ils sont partis sur un espèce de bellicisme et une attitude hostile, et ils envoient leur président Stubb, qui vient dire absolument n'importe quoi partout, et ils crèvent la faim en Finlande. Allez voir les pays baltes. Donc, cette espèce de démarche suicidaire, alors même que l'Occident continue à se croire invulnérable, c'est un sacré problème. C'est un sacré problème. Oui. Vous rejoignez, on recevait, j'avais le plaisir de recevoir Félix Marcard ici récemment, et il lui disait carrément que l'Iran avait sauvé cette idée, justement, avait sauvé l'honneur du monde, justement, en mettant, en contraignant Trump et les États-Unis à reconnaître leur défaite, et que en battant par extension, alors je ne veux pas faire de raccourci dans ce qu'il disait, mais en battant l'Occident, ils ont rendu un service pour remettre un peu les pendules à l'heure. Est-ce que vous diriez, vous aussi, que l'Iran a joué ce rôle-là, face aux États-Unis notamment? Je vais même aller plus loin. Je vais citer, mais mal, parce que je la connais pas par cœur, une citation de Charles Péguy, qui disait: celui qui est choisi doit marcher, celui qui est
je sais plus, c'est la loi, c'est la règle, c'est le destin des vies héroïques. C'était cette idée-là. Et il avait fait cette citation après qu'on lui ait présenté le capitaine Dreyfus. Euh, il était Dreyfusard, il avait soutenu, il avait été très déçu du personnage, très déçu, qui était quelqu'un sans intérêt. Et donc on lui avait dit oui, mais il avait dit mais non, quand on est choisi, qu'on a une mission historique, eh ben on doit l'assumer. Hein, c'est pas Charles de Gaulle qui va le nier. Et moi, mon sentiment concernant le peuple perse et la Perse d'aujourd'hui telle qu'elle est, hein, euh, Mhm. y compris avec cette république assez particulière dans ses fonctionnements institutionnels, euh, elle a, c'est sur elle que une énorme mission historique a pesé. Hein, l'histoire lui a lancé un défi, elle l'a relevé. Elle l'a relevé et elle vient de démontrer au monde que l'Empire était faible, que le géant avait des pieds d'argile. Mais c'est extraordinaire historiquement. C'est magnifique. Moi, j'avais fait un tweet. Alors, c'était pas un tweet, j'avais fait un sur Facebook. Alors, sur Facebook, bon, on a 200, 300 likes, etc. J'avais mis une photo d'Arakchi et une photo de là, me rappelle pas son nom, le porte-parole des gardiens de la Révolution. Ah, plus. Alors, un militaire. Et alors, je disais, De Gaulle disait que j'ai mis les deux photos, et De Gaulle disait que un destin, c'est la rencontre des circonstances et d'un grand caractère, et j'avais mis, ces deux-là en matière de caractère, ils sont équipés. Sous-entendu, bon, un, un, une petite, dans ma propre tête, une petite remarque sexiste, hein. Oui, 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 ça, moi, je pense, alors je sais pas comment c'est dans le monde musulman, que vous connaissez probablement mieux que moi aujourd'hui, que bon, moi je l'ai Non, bien connu, j'y suis né moi, hein, donc non, non, je le connais pas mieux que vous. Non, non, je le connais pas bon. mieux que vous. Donc le problème, c'est que je ne sais pas exactement, mais quelle est l'image, mais enfin je suis sûr que dans les peuples du monde, ce que vient de faire l'Iran est considéré comme un exploit extraordinaire. Ils ont mis l'empire à genoux. C'est incroyable, avec une résilience, avec un courage extraordinaire. D'abord, ils ont eu une tentative de révolution de couleur. Ensuite, ils ont été attaqués comme ça dans des circonstances invraisemblables, de violence, de massacre, et ils ont résisté et ils ont gagné. Enfin, ils l'ont mis à genoux. Hein, c'est pas une victoire militaire comme on les imaginait dans le temps. C'est différent. C'est la guerre d'aujourd'hui. Hein, mais voilà. Et d'ailleurs, je pense que euh, c'est l'Iran qui l'a fait, mais faut pas non plus se raconter d'histoire. Alors je le vois, ah oui, la Russie a pas fait ci, la Chine n'a pas fait ça, etc. Faut être sérieux. Faut être sérieux. Vous avez la Chine et la Russie qui sont à la tête du système. Ils viennent d'être rejoints par l'Iran parce que la responsabilité de l'Iran sur toute la zone du Proche-Orient, elle est désormais historique. Toute cette réorganisation à laquelle nous allons assister, avec probablement la disparition d'Israël, ce sera sous la conduite euh, de, de l'Iran. Mais ce que je veux Pardon, dire, pardon, 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 la disparition d'Israël? oui, comment Dans, vous, dans quelles conditions? mais Dans je quel sais pas, contexte? ça je sais pas, mais comment voulez-vous que cet État génocidaire, qui s'est déconsidéré aux yeux du monde, qui est haï absolument partout, qui ne montre que ce qu'il est devenu en réalité, c'est-à-dire M. Ben Gvir et M. Smotrich, M. Netanyahou, comment voulez-vous que, soutenu par un pays américain où désormais les Hum. anti-israéliens sont 60%, c'est dans la jeunesse 80, hein, comment voulez-vous que cette entité génocidaire et coloniale, qui montre tous les jours des comportements qui relèvent de ce que faisait l'Allemagne nazie, avec cette différence, c'est qu'eux le revendiquent, ils l'assument et ils le filment, comment voulez-vous qu'il ait un avenir? Non, mais entre avenir et disparition, il y a une marge. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il puisse y avoir une disparition d'un État comme l'État d'Israël? Je ne le saisis pas. Mais il y a déjà toute une partie des élites qui est partie, je vous signale. Hein.
Mhm. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il reste les séparades de dernière et les fanatiques. Hein, bon, moi, je veux bien que Alors, ce soit pérenne. Vous avez vu la profondeur stratégique de l'État d'Israël? 3 mhm. missiles sur les usines des Allemands et c'est terminé. Tout le monde doit partir. Hein, et ils le savent, pour certains, ils le savent. D'abord, il y en a plein qui s'en vont, d'autres qui vont s'installer à Chypre, d'autres qui vont s'installer en Argentine. Vous savez, moi, j'ai été aussi l'avocat de l'ANC. J'avais mes responsabilités au bureau de politique extérieure du parti. alors, Et je rappelle pour les plus jeunes que c'est le oui, pardon. parti de Mandela en Afrique du Sud, African National Congress. Hein, et ouais. donc, je me rappelle que j'étais persuadé que ça finirait mal. J'étais persuadé que ça finirait mal, qu'il y aura un bain de sang, etc., que l'apartheid était condamné. L'apartheid a été démantelé. Alors, il a été Mhm. démantelé, et ça, Mandela a bien montré quel était pour lui le facteur qui l'avait permis et qui avait accéléré l'histoire. Premier voyage de Nelson Mandela à Cuba. Hein. Bon, Mhm. hein, oui, parce que voilà, hein, c'est les Cubains qui ont remporté une victoire militaire qui a finalement convaincu la minorité blanche d'Afrique du Sud qu'il fallait arrêter. Bon. Et ce qui a permis le fait que ça réussisse, alors je ne sais pas si ce sera pérenne définitivement, on verra bien, ça c'est l'histoire, hein, mais depuis 1994, ça tient à peu près debout, hein, c'est un génie politique euh, qui s'appelait Nelson Mandela. Je ne sais pas si vous avez vu que Eli Barnavi, il y a 3-4 jours, peut-être un peu plus, Eli Barnavi, qui est un travailliste comme de gauche, etc., très assez sympathique, hein, très branché avec les milieux germano-pratins, est venu dire il faut libérer Marwan Barghouti, hein, parce que mais Mhm. je l'ai toujours su moi, depuis qu'il a été incarcéré, on savait que ça aurait dû être le Le Mandela Mandela palestinien, ça palestinien. aurait, hein, le Mandela Mhm. palestinien, mais c'est impossible aujourd'hui. C'est trop tard. Et si Elie Barnavi dit ça, c'est qu'il sent bien. C'est panique aussi. C'est panique pour qu'il vienne dire ça au moment où Ben Gvir, qui est toujours ministre, hein, sans qu'il ne se passe rien, euh, si vous osez le critiquer en France, on vous dit avec la loi Yadan, vous n'aurez plus le droit, parce que ça, c'est épouvantable quand même. Hein, 800 procédures pour apologie du terrorisme, pour avoir qualifié le 7 octobre d'action de résistance, hein, sans aucune poursuite pour apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qu'on a vu tous les jours aujourd'hui, que ce soit autour du CRIF, etc., etc. Donc, je reviens sur votre question. Je reviens sur votre question euh, concernant l'avenir. Concernant l'avenir, le peuple palestinien qui est d'un courage extraordinaire, on parlait de mission historique aussi, vous vous rendez compte, à la face du monde, l'honneur de ce peuple, moi, alors, j'ai un peu du mal parce que quand j'ouvre le matin X, tout de suite, l'algorithme m'a repéré, il m'envoie plein des vidéos des exactions israéliennes et tout, donc je regarde pas parce que c'est insupportable avec un tel sentiment d'impuissance devant l'humiliation et l'injustice, si vous voulez, que c'est dur. Bon, toujours est-il que ça ne pourra pas durer. Et alors, quelle forme ça prendra? Je pense que les, les, euh, les juifs israéliens partiront. Vous savez, j'ai une expérience, moi. Un privilège de l'âge, il faut bien qu'il y en ait un peu. C'est le, la guerre d'Algérie. Je suis né au Maroc, famille de ma mère, euh, Algérie française, mon père militaire, de séjour en Algérie, Algérie française aussi. Hein, donc, je qualifie ça hein, politiquement, vous imaginez. Et donc, j'ai été élevé là-dedans. Et j'ai assisté en 1962 à l'indépendance de l'Algérie. Un an avant, je dirais, allez, 22 avril 1961. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi je cite cette date. C'est Mhm. la tentative de coup d'État d'Alger hein, par Charles, Zeller, Jouot et Salan. Bon, Oui, je carton. je me rappelle le carteron
Et je me rappelle, moi j'étais à l'époque, mon père était dans l'armée française d'occupation d'Allemagne. J'habitais à Baden-Baden et je me rappelle très bien de la façon dont ça s'est passé. Il était suivi par la sécurité militaire parce que il avait des sympathies, mais il a jamais transgressé. Hein. C'était trop comme ça. Mais je me rappelle de cette ambiance. Mais dans ces milieux Algérie française, qui étaient ceux dans lesquels je me mouvais, à 12 ans, on sait beaucoup de choses, surtout dans une famille qui était quand même très branchée par l'actualité et l'actualité politique. Hein. Tout le monde était persuadé que l'Algérie française allait continuer. Un an et demi après, moins d'un an et demi après, c'était terminé. À partir de mars 1962, pas avant. Je parle pas des riches, je parle pas des oligarques de l'époque, on disait pas comme ça. Je parle pas des gros colons. C'était parti bien avant et qui avaient mis ce qu'il fallait à l'abri. Hein. Mais la population européenne est partie en courant. Elle est partie en courant. Moi, je me rappelle, on habitait Toulouse à l'époque, on a été avec ma mère, on allait à l'aéroport chercher les gens qui débarquaient, ils n'avaient rien, à peine une valise. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis, l'histoire est passée. Et donc, alors vous allez me dire, oui, mais les Israéliens sont 7 millions, là c'était 1 million. Oui, oui, c'est vrai, ce sont des objections que je reçois. Mais je pense que, vous savez, l'histoire est tragique, elle est cruelle. Hein, et que ce qui a été fait depuis le 7 octobre est tellement impardonnable que ça ne sera pas pardonné. Et oui, donc, mais alors, la différence, pardon, maître, la différence profonde, c'est qu'il y a eu la décision d'un homme, celui qui les a compris, De Gaulle, qui annonce avec le fameux « je vous ai compris », enfin, postérieur à « je vous ai compris », qui annonce clairement, qui va dans le sens, en lâchant d'ailleurs aimablement et courageusement les harkis, qui va complètement annoncer que le pays obtient son indépendance. Alors que là, je ne vois pas qui, aujourd'hui, pourrait lever les bras en disant « je vous ai compris » et qui permettent aux Palestiniens de récupérer leurs terres. Non, mais vous allez avoir, là, en l'occurrence, c'était une des premières puissances de la planète quand même, hein, et qui dominait depuis 132 ans, qui dominait un territoire qu'elle avait organisé, etc. 132 ans. Là, on a une incongruité totale qui est un État colonial à l'ancienne. Hein, une colonie d'occupation dont le caractère consubstantiel ne peut être que le génocide. Génocide ne voulant pas dire on tue tout le monde. Hein, ça, c'est M. Ruffin. Ruffin, il sort sa calculette en disant il n'y a pas assez de morts, donc ce n'est pas un génocide. Non, ce sont des critères qui sont prévus par la Convention. Hein, et il y a tout ce qu'il faut, là, ils sont réunis. Donc, et ils le disent d'ailleurs. Hein, ils sont sur la Cisjordanie, c'est à nous, le Sud-Liban, c'est à nous, etc. Comment la Judée-Samarie même. Hein. Oui, ils disent ça, oui, c'est insupportable. Mais non, mais comment voulez-vous que ce soit pérenne? C'est-à-dire que vous avez des peuples, vous avez le peuple palestinien, vous avez les peuples arabes qui sont autour. Hein, moi, j'ai connu d'autres périodes où c'était pas facile, la guerre du Kippour, la guerre des 6 jours, bien sûr, etc. Donc, c'est un État complètement artificiel qui ne fonctionne que parce que il a un cordon ombilical de milliards de dollars déversés tous les ans, à la fois par la diaspora, mais par l'État américain aussi. Hein. Le jour où ça s'arrête, ils sont morts le lendemain. Et puis, il y a désormais la défaite américaine. Parce que, qui est une défaite, je le rappelle, une défaite israélienne. Ils n'ont plus d'armée susceptible de dominer comme ils l'ont dominé. Ils viennent encore de subir une défaite contre le Hezbollah au sud-Liban. Tout ça est très dur, terrible. J'aimerais bien que ça s'arrête, très, très dur pour le peuple palestinien. Mais aujourd'hui, le Zugwang, l'impasse israélienne est totale sur le plan économique, c'est catastrophique. Qui a envie de vivre là-bas? Parce que et alors bon, faut être comment dire raisonnable. Mais vous savez que quelquefois, quand on entend que des bombardements ont repris sur l'Iran, on se dit s'ils pouvaient taper Tel Aviv aussi. Vous savez la chanson, la Boum Boum Tel Aviv que vous avez dû voir. Hein, hein, bon, ça fait plaisir. Je suis désolé, je le dis, je le reconnais, parce que la contrepartie, c'est toutes les horreurs qu'on voit tous les jours, hein, sur le massacre des enfants de Gaza, etc. Donc, je dis c'est pas pérenne. Alors,
je peux pas vous décrire le mécanisme. De la même façon que personne n'aurait pu, en avril de 1961, décrire la débandade de mai-juin 1962. 5, 5 juillet 1962, Algérie indépendante, République algérienne, gouvernement, etc. Qui aurait prévu ça un an avant? De la même façon, mon dernier voyage en Union soviétique, c'est en décembre 1990. Hein. Je me rappelle que je trouvais que effectivement c'était un peu chaotique. Hein. Il y a eu ensuite le coup d'État du mois d'août. Personne n'aurait dit dans 4 mois, dans 5 mois, ce pays n'existe plus. Personne. Mmh. Je comprends bien. Alors, je mets un bémol sur. Mais c'est vous qui êtes propriétaire de vos propos. Je mets un bémol sur des attaques à Tel Aviv parce que pour moi, ce serait la loi du talion que je réprouve évidemment puisque je suis attaché, mais comme vous, au droit international et que d'attaquer des civils d'un bord ou de l'autre me semble pas souhaitable ni acceptable. Donc je mets un bémol sur ça. J'ai compris votre propos. Je mets juste un bémol concernant. Attendez. Là-dessus, pour être tout à fait clair, je dis que quand on regarde ça, si vous voulez, le sentiment d'impuissance dont je parlais, c'est des sentiments humains. Quand je dis ah la haine et tout, oui la haine est un sentiment, ça se commande pas, c'est chimique, c'est un marqueur chimique qui vous envoie un message. Bon, donc là, si vous voulez, quand je vois Monsieur Ben Gvir avec son petit logo avec le nœud coulant, et qui vient et qui injurie les trucs, le voir pendu, mais attendez, bien sûr, je dis pas pendez-le, je dis non, pas de peine de mort, dès lors que je deviens raisonnable, mais ma pulsion immédiate, mais c'est se raconter des blagues que de dire que et quand je vois que vous savez la fameuse photo très connue de cette station-service italienne à la fin en 1945 où sont pendus par les pieds. Alors après avoir été exécutés, ils étaient déjà morts. Hein. Machin, je vais pas me mettre à pleurer non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Non, mais c'est de ça que je parle. Je parle pas d'autre chose. Hein, et je rêve d'un démontage, que effectivement les Israéliens s'en aillent, hein, que ceux d'entre eux, et il y en a, j'en connais plein, des gens extraordinaires, hein, et qu'on fasse un État, et qu'on fasse un État binational avec ceux qui resteront, comme il y en avait auparavant. Je ne dis pas que ça va être facile. Hein. Je ne dis pas que le passé va pas lourdement peser là-dessus. Et moi, de la mer au Jourdain, un État unique, c'est mon rêve. Et quand c'était ça qu'on souhaitait, moi, quand j'étais jeune. C'était ça qu'on souhaitait. Donc voilà. Hein, bien sûr. Et s'il y a un processus qui nous y emmène, mais je signe tout de suite, hein, sans me faire d'illusions. Alors, je suis d'accord avec vous entièrement là-dessus, puisqu'on en a déjà parlé ici. On avait notamment dénoncé, et on va provisoirement, je dis bien provisoirement, on va provisoirement devoir terminé parce qu'on arrive au bout du temps imparti pour des raisons techniques, mais en tout cas, vous avez été précis dans vos réponses. Et donc, oui, je disais que nous avions pointé ici, alors je ne sais plus avec quels invités, mais l'aspect légèrement faux cul, pour prendre un terme direct, sur les deux États. Puisque les gens qui font la promotion des deux États savent très bien que ça ne se fera pas. Et donc, ils disent, mais oui, mais moi, vous voyez, je suis pour la paix, je suis pour deux États. Bah, évidemment que non. Et que, effectivement, la solution va de la mer au Jourdain avec un État binational, comme vous l'avez précisé. Et est-ce que je peux, alors vraiment pour terminer, mais vous serez amené, parce que j'avais beaucoup d'autres questions, vous serez amené à revenir si vous le souhaitez, mais vraiment avec grand plaisir. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'on n'a pas pu aborder, mais comme vous avez été très précis, notamment sur la question de politique intérieure française, et je vous en remercie. Et puis l'actualité nous a rattrapé avec l'affaire Fedorova qui vous a fait développer vos analyses sur ce qui se passait en France au niveau politique et au niveau de la liberté d'expression. Est-ce que je peux traduire ce que vous venez de dire en quelques mots? Est-ce que vous pouvez le traduire, ou je peux le traduire moi, par une forme d'optimisme sur la suite des événements? En ce moment, et on parlait de Didier Maisto, que j'ai tous les jours au téléphone, c'est un ami du cœur, comme on dit.
hein, il est un peu pessimiste. J'en connais d'autres aussi. Et donc là, je suis, moi, l'optimiste, hein, sur la fin du macronisme et sur la fin de l'État d'Israël. Oui, surtout que mon cher Mourad, moi, je suis plus tout jeune. Hein, il y a des choses que j'aimerais voir, hein, quand même. Il y a des choses que j'aimerais voir. Moi, si vous voulez, imaginez-vous bien que 1991, c'est-à-dire l'effondrement de l'Union soviétique, c'est une sacrée défaite. Non pas que j'étais un grand, je connais bien l'Union soviétique et son histoire, mais si vous voulez, non pas que je trouvais tout ça formidable, mais c'est un engagement que j'ai rejoint le Parti communiste et la classe ouvrière. J'avais 25 ans. C'est pas un engagement de rébellion, hein. C'est quelque chose de construit et naturellement beaucoup de lectures du marxisme et du léninisme, mais voilà. Et donc là, qu'est-ce que je constate après ces années 90 où il a fallu digérer la défaite parce que c'était une défaite. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, quand je vois l'Occident, je n'ai rien contre l'Occident, j'en fais partie, moi je l'aime sur plein de choses. Je suis de culture gréco-latine, moi. Hein, et c'est un plaisir. Je me suis racheté au moment du Noël dernier, je me suis racheté l'Iliade et l'Odyssée dans une belle édition et tout. Je me régale de le lire de temps en temps. Puis alors maintenant, il y a le film qui vient de sortir, hein, que j'irai pas voir. Bon, donc, mais malgré ça, je pense que justement, euh, 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 cette phase qui s'ouvre, où juste les peuples ont décidé, conduits par des grands États civilisations, ont décidé de sortir de cette domination qui a été meurtrière quand même. Hein, c'est une histoire jalonnée de sang. Hein. Donc voilà, et qu'on en sorte, non pas pour juger les gens. Voyez ce que si ceux qui commettent des exactions maintenant, mais non pas pour dire ah mais c'est horrible. Non non non, c'est l'histoire, ça s'est passé comme ça. Hein. Et donc, mais là maintenant c'est une autre qui s'ouvre et voilà. Bon, ben, je vais être optimiste parce que je vais peut-être en voir le début. Hein. Voilà, c'est pour ça. Ben oui, dès lors qu'on est dans le combat, faut être un peu optimiste. Hein. Puisque là, je considère que, si vous voulez, et je termine la promis là-dessus, le, le, le fait, lorsque j'ai décidé de quitter le métier d'avocat, j'avais 67 ans, hein, mais avant, j'ai me dit, bon, je vais m'organiser. Je vais m'organiser parce que la petite mort, je vais pas être sur un transat, hein, donc je vais encore faire plein de choses. Et donc, je vais faire ce qu'on appelle les anglo-saxons appellent le give back. J'ai une grosse expérience, je vais la rendre. Hein, je vais expliquer des choses, etc. Et puis, je vais revenir un petit peu à l'intensité de certaines positions, de certains combats. J'ai plus le physique qui me permet de parcourir le monde comme je l'ai fait, hein, mais voilà, c'est être revenu dans le combat. Donc, quand vous disiez que j'étais connu pour être cash, peut-être, pour dire, on me le dit souvent, vous dites des choses qu'on pense et qu'on ne peut pas dire. D'abord parce que bon, on n'a pas les supports, hein, et parce qu'on n'a pas votre capacité à les formaliser. Donc ça, oui, oui, c'est du combat. Hein, et si vous combattez, ben, c'est que vous avez l'espoir que ça fasse avancer les choses, même si c'est modeste. Eh ben, je propose qu'on termine effectivement sur cette note positive parce qu'il y a suffisamment de sujets qui ne sont pas forcément extrêmement joyeux comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je pense notamment effectivement aux très nombreuses. Alors je vais être franc avec vous. Moi, j'ai beaucoup de mal, donc je ne regarde plus les images d'enfants déchiquetés à Gaza parce que c'est plus tenable. Mais effectivement, je préfère terminer sur cette note positive. Je vous remercie je remercie d'abord notre invité, Maître Régis de Castelnau, qu'on retrouve. Alors, je vous invite vraiment à suivre ses réseaux sociaux et notamment, il est très actif sur X, ex-Twitter. Vous pouvez vous abonner à son compte et le suivre. Il fait des développements assez réguliers et un décryptage de l'actualité française, mais pas que, également à l'international. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur Observactu TV dans les prochaines heures en replay, ainsi que sur Mon œil par Moumou, ma chaîne sur laquelle sont repris les différentes interviews de cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette émission et à contribuer au débat, notamment sur YouTube, avec courtoisie, aucun lien avec la radio, simplement du respect dans les commentaires. Merci infiniment. Et vraiment, ce n'est pas une formule, je tiens à le dire. Maître Castelnau, je vous donne rendez-vous très prochainement pour qu'on puisse compléter
on fasse le match au retour parce qu'il y a beaucoup de choses et ça se fera également dans le respect et on sera très loin de votre échange avec Berkoff dont nous parlerons la prochaine fois. Avec Merci plaisir. beaucoup, maître. Merci Au beaucoup. revoir. À très bientôt. À très bientôt.